nos partenaires officiels. Donc Ad Caféine, agence de marketing numérique, ainsi que notre partenaire média exclusif 104,7. Donc, vous vous êtes inscrit, donc vous savez que le thème du webinaire aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui est partout, hein? C'est déjà présent dans notre milieu de travail. En tout cas, ici au Collège Lesté, on l'utilise, on se questionne, on se pose des questions. Donc, l'autocorrecteur, la messagerie téléphonique, les chatbots, tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais malgré tous ces outils, c'est de plus en plus difficile de recruter une nouvelle clientèle. Donc, les médias traditionnels font place au numérique. On ne répond plus au téléphone. En tout cas, moi, mes filles ne répondent plus au téléphone. Donc, de plus en plus difficile. Alors, comment est-ce que vos entreprises peuvent tirer profit des changements technologiques pour effectivement mieux comprendre votre clientèle? Donc, grâce à des stratégies simples et des outils technologiques adaptés aux petites entreprises. C'est le thème abordé par notre premier conférencier, M. Ahmed Khalifa, qui a plus de 17 ans d'expérience et qui aide les dirigeants à transformer la technologie en moteur de croissance en rendant la donnée accessible, utile et humaine pour bâtir des organisations performantes et prêtes pour l'avenir. M. Khalifa est également professeur au Collège Lesté depuis 2021 et il enseigne au sein du programme en sciences des données appliquées. Alors, sa conviction, c'est que la technologie doit rester au service de l'humain. Alors, maintenant, je passe la parole à M. Khalifa. Ahmed, à toi le micro, l'écran plutôt. Merci Annie pour cette belle présentation. C'est un plaisir aujourd'hui qu'on se voit dans ce webinaire-là, assez intéressant, riche. J'espère que ça va être l'occasion de débattre dans un sujet qui est assez intéressant, un sujet d'actualité, un sujet qui intéresse pas mal les entreprises. Pas que les grandes entreprises, aussi les PME. Et c'est quelque chose qu'on essaie aujourd'hui de montrer, comment aider les PME à embarquer dans cette ère de technologie. Je vais pas tarder beaucoup, en fait, du coup, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, tout est beau. Excellent. Du coup, comme mentionné par Annie, la thématique d'aujourd'hui, c'est connaître son client pour grandir. Stratégie simple et outils puissants pour les petites entreprises. La structure de ma présentation va se dérouler en 5 piliers essentiels. Du coup, on va voir tout ce qui est, on va voir l'introduction, un peu le contexte, les erreurs et les réalités aussi. À partir de ça, on va embarquer vers les 3 piliers de la connaissance client. Et j'avais pensé dire que on va un peu sortir du lot et ramener des scénarios plus concrets et des outils, des scénarios, des exemples qui, en fait, un peu qui sont inspirés de la réalité des PME pour montrer un peu genre comment on puisse sur des différents scénarios mettre cette relation clientèle en avant en utilisant la technologie. Et bien sûr, en fait, en concluant après, en fait, aussi avec un joignant avec un appel à l'action. Du coup, avant ça, en fait, j'ai prévu de refaire la présentation. Du coup, je pense que je vais pas me présenter plus que, en fait, un peu Café Annie, mais c'est un peu ça, en fait, le but de ce slide. C'est, je suis Ahmed Khalifa. Je suis un expert conseiller en transformation numérique et innovation depuis plus que 17 ans. En fait, j'aide les dirigeants à simplifier la technologie et à la transformer en un moteur de croissance réelle, sans jargon, sans gros budget, mais avec des stratégies concrètes. Aujourd'hui, en fait, comme on sait parfaitement, le vrai enjeu, c'est quoi exactement? C'est souvent, quand on demande à une entreprise, connaissez-vous vos clients? Et souvent la réponse est oui, bien sûr, je connais bien mes clients. Mais juste après qu'on demande, pouvez-vous me décrire leur comportement, leurs attentes, leurs émotions? Et là, on voit le silence s'installer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les entreprises connaissent leurs ventes, mais pas leurs clients. Et ça, c'est un point très important aujourd'hui dans l'ère de la technologie. Et c'est pour cette raison, nous, on veut aujourd'hui de dire, regardez, on peut vous aider d'une façon beaucoup plus efficace à connaître vos clients, mais pas tout simplement vos ventes. Souvent, en fait, un dirigeant
si on pose la question combien vous avez réalisé comme chiffre d'affaires de la journée, ou bien du mois, ou bien de la semaine, ben souvent la réponse, il est assez rapide. Il te donne un montant bien précis. Mais par contre, si on disait, est-ce que les clients, en fait, ont été satisfaits? C'était quoi leurs attentes? Les ventes, ça a été transformé avec un succès? Est-ce que vous avez perdu des ventes? Est-ce que les clients, vous êtes sûr qu'ils vont revenir pour acheter vers toi? Ben, c'est là où on dit, en fait, un peu le silence s'installe. En fait, aujourd'hui, à partir de ça, euh, on peut mettre en place une stratégie beaucoup plus simple, d'accord, pour surmonter, en fait, ces problématiques et répondre à ce vrai enjeu. Du coup, l'objectif, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'atteindre ensemble, c'est que, premièrement, je vais montrer comment pour les petites entreprises peuvent mieux comprendre leurs clients, mieux utiliser leurs données et grandir plus vite grâce à des outils simples, accessibles et humains. Je dis toujours, l'humain doit être toujours au centre de la technologie. Et ça, c'est un point qui est important aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit, en fait, la croissance ne vient pas de ce qu'on vend, mais de ce qu'on comprend. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Les réalités, en fait, un peu les erreurs courantes, c'est que sont un peu réparties en trois blocs essentiels. La première, c'est l'illusion de la connaissance. On croit connaître ses clients. Souvent, c'est ça. On dit en fait, non, non, je connais bien mes clients. Oui, je sais, il n'y a pas de doute par rapport à ça. On sait que vous connaissez vos clients. Mais souvent, on connaît ses clients parce qu'on le parle tous les jours. Oui, mais connaître un client, ce n'est pas savoir ce qu'il a acheté, bien ce qu'il achète. C'est savoir pourquoi il l'a acheté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la lenteur, c'est un constat, mais en même temps, c'est une perte. Du coup, la lenteur égale la perte. Du coup, les entreprises ne perdent pas leur vent parce qu'ils ont une mauvaise offre, mais parce qu'ils ne répondent pas en fait de façon efficace, de façon rapide. Ils répondent trop lentement. Et là, j'ai ramené quelques données clés qui étaient publiées en fait un peu dans la référence Lead Response Study en 2024, en 2024, qui disent répondre dans les 60 secondes, c'est plus que 391% de conversion. Après une heure, c'est 7 fois moins de chances de conclure. Et après 24 heures, c'est 60% moins de chances de, en fait, acquérir, bien sûr, ce client. Du coup, dans le monde aujourd'hui, la vitesse, c'est l'empathie. Le premier qui répond gagne, chaque fois. Du coup, ça, c'est, on peut dire aujourd'hui, c'est une réalité et c'est un constat. Troisième, en fait, élément, c'est l'absence de structure. Du coup, beaucoup de PME ont des données, mais rien n'est centralisé. On a un peu dans l'Outlook, on a un peu dans Excel, on a un peu dans le téléphone du vendeur, etc., etc. Du coup, là, qu'est-ce qui nous ramène ça? C'est un manque de vision client globale. Un manque de vision de 360 sur nos clients. On ne connaît pas nos clients, on ne sait pas leurs attentes, on ne sait pas leurs habitudes de consommation et on ne sait pas anticiper leurs besoins futurs. Du coup, voilà, ça nous ramène à dire tout simplement que la transformation numérique ne commence pas par des logiciels, parce que souvent, quand on pense des logiciels, des outils, mais souvent, ça ne commence pas par des logiciels, elle commence par une meilleure compréhension de la relation client. À partir de ça, ça me ramenait en fait un peu à les trois piliers de la connaissance de client. Du coup, ça, c'est un point qui est très important. Première chose, c'est collecter intelligemment. C'est-à-dire, ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas l'améliorer. Ça, c'est un point à retenir. Du coup, pour cela, on peut avoir des outils qui sont simples, même parfois en fait un peu pas coûteux parce que c'est gratuit. Par exemple, feedback client. On peut utiliser Google Form ou bien Typeform. Ça permet de comprendre la satisfaction et les attentes. On peut utiliser un CRM simple, comme HubSpot, qui est gratuit. Ça permet de centraliser les échanges. On peut faire un sondage rapide, soit à travers Microsoft Form ou bien à travers Canva QR Code. Capturer en fait les opinions des clients. On peut faire des avis en ligne à travers Google, Facebook, et ça, c'est disponible, c'est offert. Du coup, identifier les tendances émotionnelles. Si on regroupe tout ça, ben, l'information la plus précieuse ne vient pas des chiffres, mais des conversations. Et ça, c'est un point qu'il faut retenir. Deuxième point essentiel, c'est que les données sont muettes. En fait, si on ne leur donne pas une voix,
Que souvent, en fait, là, on a en fait un peu des outils aussi qui peuvent accompagner en fait un peu les PME dans ça. Par exemple, des tableaux de bord sont en Excel, sont en Power BI, version gratuite. Le coût, c'est 0 $. Du coup, ça permet de voir l'évolution des ventes. L'IA et l'analyse. Ben, je peux avoir ChatGPT ou bien Copilot comme un outil qui va avec un budget minime qui ne dépasse pas les 25 $. L'objectif, c'est résumer, interpréter les commentaires. Et bien sûr, on parle de la visualisation client, c'est-à-dire on peut aller par exemple comme un outil comme Google Data Studio. Il est gratuit, mais ça permet de représenter visuellement les comportements. C'est un peu un exemple, si on veut donner ce deuxième pilier un exemple concret, ben, une entreprise de services analyse 500 avis avec Google, avec ChatGPT. Donc, on prend 500 avis de Google avec ChatGPT. Le résultat, on trouve que les mots écoute, transparence et retard reviennent souvent. Donc, automatiquement, ça me permet de faire une action. Et là, le résultat, nouvelle charte de communication interne, plus que 18% de satisfaction réalisée. Donc, automatiquement, on voit ici clairement, à travers des outils analytiques ou bien des outils en fait, disponibles en matière de technologie, pas coûteuses, ça permet d'augmenter la satisfaction de nos clients. Le troisième et dernier pilier essentiel, c'est les données. Alors, toujours, je crois, moi, j'ai souvent fait un peu, je communique ça souvent avec mes clients ou bien avec mes étudiants ou bien les gens, en fait, qu'on discute ce volet, on dit la donnée ou bien la data, c'est le futur, c'est le présent. Et bien sûr aussi, c'est le passé. Du coup, c'est toujours, il faut se centrer vers la donnée. Les données n'ont de valeur que lorsqu'on entraîne une action. Du coup, les données sont souvent là. C'est pour cela, on peut faire des automatisations beaucoup plus simples. Par exemple, relance automatique, qu'on peut avoir Zapier ou bien Make. Ça coûte 20 $, mais plus de 25% de réactivité. Du coup, ce n'est pas moi à me rappeler pour mes clients. Ah, je dois rappeler mon client A ou bien mon client B ou bien mon client C. Mon système, automatiquement, doit gérer ça. Les emails personnalisés. On peut avoir du MailChimp gratuitement. Du coup, là, ça permet de faire des campagnes personnalisées. Aujourd'hui, mon client, je sais qu'aujourd'hui, c'est la date d'anniversaire de son chat. Du coup, je lui ai envoyé joyeux anniversaire, Simba. Donc, vous imaginez comment il va recevoir ça de façon automatique et vous n'avez pas un souci en fait, à se rappeler que votre client A, l'anniversaire de son chat, c'est aujourd'hui. Ça fait plus que 15% d'engagement. Messagerie instantanée, WhatsApp Business ou bien Tidio, c'est gratuit. Ça permet d'avoir plus que 393% de conversations. Du coup, il y a une relation permanente avec les clients. Et bien sûr, les alertes de satisfaction à travers l'outil de Microsoft qui est très connu pour Automate. Du coup, ça permet de faire de la fidélisation proactive. Pour donner ça aussi un exemple, une agence immobilière, par exemple, utilise Make pour envoyer un SMS automatiquement dès qu'un lead arrive. Du coup, dès que, en fait, un peu un lead rentre dans un CRM, automatiquement, il y a un SMS qui part. Du coup, résultat, plus que 40% de temps de contrat sans embêcher personne. En fait, ça, c'est un point qui est excellent. C'est pour cela qu'on dit que pour ce pilier, pour retenir, l'automatisation, c'est offrir la réactivité d'une grande entreprise sans perdre l'authenticité d'une petite. Et ça, c'est un point qui est aujourd'hui ultra important si on veut grandir. Là, ici, je vais aller vers un peu quelques scénarios. J'avais prévu de dire, OK, d'accord, c'est bien de ramener quelques outils, dire en fait un peu comment ça fonctionne et tout ça, mais ça va être meilleur encore si on ramène des scénarios. Donc, en fait, j'ai prévu à peu près 3 scénarios qui permettent de dire, par exemple, dans ce cas, le premier scénario, c'est une boulangerie mère et fils. C'est un commerce local. Du coup, l'objectif, augmenter la fidélisation et mieux comprendre les habitudes d'achat. Du coup, première étape, qu'est-ce qu'on peut faire? Première, collecte, en fait, un peu à travers Google Forms ou bien un QR sur le comptoir. On va solliciter en fait, la clientèle qui vient acheter en fait, dans la boulangerie, à scanner le code QR et bien sûr, collecte des informations. À travers ça, on va connecter automatiquement ces avis-là à ChatGPT pour répondre, en fait, pour résumer les réponses et déterminer les 3 profils des clients. Est-ce qu'il est content, pas content, sans besoin, etc. Donc, on va déterminer les actions. Après ça, on va faire automatiquement lier ça à des actions. Et les actions, ça va être en fait Mailchimp, où nous, on voit une promo personnalisée chaque vendredi.
Bonjour, Monsieur Richard, c'est la boulangerie Mère et Fils. Nous vous souhaitons bon début de vendredi ou bien bon début de fin de semaine. On vous offre aujourd'hui 50% de gratuité sur toute la viennoiserie vendue par notre boulangerie. Le client va sentir que c'est un roi. C'est lui, en fait, un peu qui est ciblé par cette promotion. Et c'est pas une promotion qui est envoyée, en fait, un peu à 300, 400, 600, 1000 personnes. Automatiquement, à travers ce scénario-là, j'ai un budget de 25 dollars par mois. C'est le coût qui va coûter à cette boulangerie-là. Mais les résultats, ça peut atteindre jusqu'à plus que 20% de ventes récurrentes en 3 mois, ce qui est génial. Bien sûr, ici, on reste sur un cas un peu standard, mais on peut aller vers des scénarios beaucoup plus poussés si cette boulangerie-là, il a de l'ambition d'atteindre en fait un peu des objectifs de plus 50%, 60% des ventes ou bien décoller plus que 200, 300, qu'on peut s'adapter par rapport à ça. Si on part dans un deuxième scénario, le deuxième scénario, c'est un PME de service professionnel. J'ai 10 employés. Là, je suis un peu à un certain niveau, je ne suis pas dans un commerce local. Quand même, 10 employés, c'est une taille de PME qui commence à se grandir. L'objectif, c'est améliorer la satisfaction et la réactivité euh, de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on met en place? On va mettre en place un HubSpot, un CRM, pour suivre les interactions. Et à partir de ça, on va le connecter à Copilot pour résumer les emails et identifier les demandes urgentes. Et après, on va faire ça à travers Zapier aussi pour envoyer un rappel automatique après chaque prestation. À travers de ça, je vais augmenter mon satisfaction. Du coup, résultat, 5 heures gagnées par semaine. Du coup, je vais épargner le travail de mes équipes, de mes employés, en gagnant 5 heures par semaine d'efficacité opérationnelle. Ça fait plus que 15% de rétention client. J'aide à travers mes outils de augmenter la satisfaction et la réactivité. Bien sûr, tout en gardant un budget qui est maîtrisé. Dans ce cas-là, on peut avoir un budget juste de 45 dollars par mois qui peut ramener un objectif, c'est l'efficacité, ne coûte pas cher. Mais l'inaction, c'est oui. Et ça, c'est un point qu'il faut retenir. J'arrive au troisième scénario, un fabricant local dans un secteur B2B. C'est un peu aussi, c'est un cas spécial. Du coup, l'objectif, c'est de transformer les appels manquants en opportunités. Souvent, on n'est pas derrière notre téléphone, ou bien on est un peu occupé, ou bien éventuellement, on n'a pas assez de ressources pour recruter quelqu'un qui est derrière un téléphone pour répondre à tous les appels. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on ramène chatbot, en fait, TDO chatbot. Il va gérer des réponses automatiques aux messages du site web. Après ça, toutes ces informations-là, on va les connecter à Power BI Free. Du coup, ça permet en fait de faire un suivi du pipeline de vente. Et après, on va connecter tout ça, on va le donner à l'IA ChatGPT, qui va permettre de faire des rédactions des réponses, des types et suivi de prospects. Avec des outils qui ne vont pas me coûter plus que 50 dollars par mois, je peux avoir un résultat plus que 12% de taux de conversion et plus 30% de réactivité. Et automatiquement, ça me permet de transformer les appels manquants en une opportunité. Bien sûr, on peut même rajouter le cas de gestion des appels. On peut même gérer ça en termes de gestion des appels. Après tous ces scénarios-là, je vois que ce qui est important à retenir, c'est quand vous le voyez, ce ne sont pas les millions qui transforment une entreprise. C'est la clarté, la réactivité et l'écoute. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment en fait, prendre le temps à, à passer un message qui est très clair. Aujourd'hui, souvent les dirigeants des entreprises, ils croient en technologie. Ils disent non, moi, vraiment, je veux ramener mon entreprise à un ère beaucoup plus avancé en matière de technologie. Et la contrainte principale, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent sur le marché. C'est tellement disponible, c'est pas comme avant, ça fait des années. Aujourd'hui, on a plein d'outils. Et aujourd'hui, on le sait, on a l'intelligence artificielle qui en fait un peu, qui réduit encore en fait plus notre monde, avec des outils beaucoup plus automatisés, des outils qui permettent d'automatiser des scénarios, des workflows, d'autoriser le process opérationnel de pas mal des entreprises. Mais souvent, en fait, les dirigeants sont un peu, je peux dire, en fait, un peu perdus, ou bien parfois pour des raisons de contraintes budgétaires. Tous les dirigeants d'entreprise vraiment souhaitent grandir, faire plus de ventes, avoir plus de clients. C'est un objectif natif pour chaque entreprise. Si l'entreprise existe, c'est pour se développer.
Aujourd'hui, à travers ce que j'ai bien de présenter, c'est un message qui est clair. C'est-à-dire, on n'a pas besoin des millions de dollars pour embarquer dans l'ère de la technologie. Mais tout simplement, on a besoin d'une vision. Une vision, une stratégie claire, savoir où on a le problème et mettre en place des actions qui vont permettre de évoluer et d'atteindre en fait les objectifs. Et aujourd'hui, avec la technologie, on a plein d'outils qui permettent pas trop cher. Il y a même certains outils, comme j'ai précisé, sont pas, mais pas en fait un peu coûteux, c'est gratuit. Et à travers ces technologies-là, c'est à travers ces outils-là, à travers ces automatisations-là, à travers l'analyse des données, ça permet en fait un peu de transformer mon entreprise vraiment d'une façon 360. Si vraiment on sait qu'est-ce qu'on veut. Et ça, c'est à travers l'humain. On ne peut pas faire ça si on ne veut pas faire en fait l'humain au centre. Moi, c'est une conviction personnelle. C'est toujours, je dis, on ne peut pas ramener un changement. On ne peut pas embarquer dans l'ère technologique. On ne peut pas réussir un projet, peu importe, si l'humain n'est pas au centre d'intérêt. Du coup, l'humain, c'est la clé de réussite de n'importe quelle transformation, n'importe quel projet, n'importe quelle vision dans une entreprise. C'est pour cela on dit l'intelligence artificielle peut traiter les données. Il est là, il va nous aider. Mais seule l'intelligence humaine peut créer de la confiance. Et on ne peut pas en fait un peu aller dans cette ère technologique-là si on n'a pas cette confiance d'humain. Du coup, c'est un point important. Et pour cela, je recommande forcément les trois piliers humains de la relation client. Du coup, il y a trois piliers essentiels. Le premier, c'est écouter, savoir écouter. Du coup, lire entre les lignes. Et je l'ai déjà en fait un peu parlé sur les outils technologiques pour écouter les avis, écouter en fait un peu les besoins des clients, savoir qu'est-ce qu'il veut, savoir pourquoi il achète ce produit, pourquoi il n'achète pas ce produit-là. Lui, il voit quoi, comment sa relation avec en fait, mon entreprise. Bref, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est un pilier très important dans la relation en fait un peu clientèle. Le deuxième point, c'est comprendre. Du coup, se mettre à la place du client. Souvent, on dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce produit-là n'arrive pas à décoller. Ben, tout simplement, il faut se positionner côté client, se poser la question, pourquoi plutôt, en fait, un peu, ou bien quel est le besoin plutôt de mes clients que dire pourquoi ce produit-là ne fonctionne pas. Du coup, c'est toujours, il faut comprendre, se mettre à la place du client. Et bien sûr, comme j'ai mentionné, répondre vite, mais bien. Et ça, on a aujourd'hui des outils technologiques qui permettent de mettre en place tous les scénarios possibles qu'un client peut avoir. Et automatiquement, ce qu'on connecte, on connecte l'intelligence artificielle à nos clients à travers des outils, d'accord, bien sûr, qui permet d'avoir cette action rapide. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas remplacer l'humain. La relation humain-client, bien relation vendeur-client, ou bien relation entreprise-client, va toujours exister et va jamais disparaître. Mais ce qui est un point important, c'est que moi, je cherche à maximiser cette prise en charge de client pour qu'il se sent qu'il est au centre d'intérêt de cette entreprise-là. Et là, c'est à travers cette action-là, répondre vite, mais bien. Et là, on peut éventuellement automatiser tout ça, rendre ça accessible et prendre l'IA, ou bien l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus précis, pour servir et pour aider les entreprises à répondre à ce besoin. Du coup, par exemple, un exemple pour cela, une entreprise de construction a instauré un appel humain après chaque soumission rejetée. Oui, il y a une soumission rejetée. Bien sûr, il y a une frustration derrière. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a instauré un système d'appel humain. Du coup, il y a quelqu'un automatiquement qui reçoit une alerte là, après juste une soumission, par exemple, rejetée. Et là, ce qu'on voit, on voit un client sur trois est revenu dans les 2 semaines. Du coup, tout simplement, ça permet, oui, je fais des automatisations de réponse, je prends en charge rapidement. Il y a un système de process, par exemple, d'acceptation online, mais automatiquement, dès que j'ai une soumission, par exemple, rejetée, tout simplement, il y a un humain, il y a quelqu'un qui prend en charge de son relation clientèle, ou bien, peu importe la taille d'entreprise, le gérant, ou bien le propriétaire, peu importe, quelqu'un humain, il va prendre le téléphone, il va appeler le client, c'est sûr que ce client-là, il va en fait revenir pour essayer de voir comment avancer les choses. Du coup, ce qu'on peut retenir de tout ça, derrière chaque donnée, il y a une émotion. Et derrière chaque clic,
il y a une personne. Et pour un peu ramener tout ça dans un cadre de dire quelles sont les choses qu'il faut retenir. Ben moi, tout simplement, je peux dire il y a 3 choses qu'il faut retenir dans cette présentation-là. Première chose, c'est comprendre ses clients. Dès que je comprends bien mes clients, c'est le premier levier de croissance. Ça permet de, on peut dire, réaliser une progression ultra importante dans ton business, dans ton entreprise. Comprendre ses clients. Deuxième point, la technologie n'est pas l'ennemi, c'est un accélérateur. Et ça, c'est un point qu'il faut retenir. Et pour ça, pour répondre à ce besoin-là, c'est le seul conseil, c'est mettre l'humain dans l'action. En mettre l'humain dans l'action, automatiquement, la technologie va être un accélérateur pour cette entreprise. Et troisième point, en fait, un peu chose à retenir, une PME bien structurée peut rivaliser avec n'importe quelle grande entreprise. Souvent, en fait, on dit, non, je n'ai pas les moyens des grandes structures. Non, tu as les moyens des grandes entreprises avec des budgets moins, mais avec de la volonté. Et ça ramène en fait à quelque chose que vraiment je crois très très bien parce que j'ai travaillé beaucoup dans toutes mes expériences, j'ai travaillé beaucoup avec les PME. J'ai accompagné beaucoup les PME en fait un peu dans leur transformation. Aussi, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, dans des grandes structures en matière de finance, en fait en développement, en construction. Et c'est vraiment en fait un peu l'expérience que j'ai retenue quand aussi j'ai travaillé avec les PME. C'est que oui, les grandes entreprises ont la puissance parce qu'il y a les moyens. Mais les petites entreprises, il y a en fait les PME, ont la proximité et la vitesse. Et ça, en fait, c'est ça leur super pouvoir. Du coup, les petites PME, ils ont cette proximité avec leur clientèle de façon vraiment très, très, très proche. Et c'est, comme j'ai dit, c'est ça leur super pouvoir. Du coup, voilà, c'est un peu en résumé les 3 choses à retenir par rapport, en fait, aujourd'hui comme sujet, comme webinaire. Et ce qui est important aussi, c'est que si vous souhaitez amorcer votre transformation numérique ou explorer comment mieux connaître vos clients, ben, toujours, je serai heureux d'en discuter avec vous plus en détail par rapport à ça. Du coup, là, je rejoins en fait un peu mon adresse courriel aussi. Si vous souhaitez en fait un peu me contacter pour si c'est quelque chose qui vous intéresse ou bien vous souhaitez qu'on discute davantage sur certains points que j'ai ramenés dans ma présentation, ben, ça serait un grand plaisir de répondre à vos questions. Je Merci vous donne la beaucoup, parole Ahmed. à Ali. Merci, merci. Vraiment intéressant. Puis c'est intéressant parce qu'au Collège de la Cité, ici, on se questionne beaucoup sur notre approche client auprès de nos futurs étudiants. Donc, plein de choses que tu mentionnais qui résonnaient beaucoup puis qui me donnent des bonnes idées. Donc, je te remercie. Super. Euh, Est-ce que tu veux peut-être départager ton écran, Ahmed, Oui, pour qu'on passe à la prochaine? Puis moi, il y a une phrase qui m'a vraiment accrochée que je vais citer ici, c'est que seule l'intelligence humaine peut créer de la confiance. Puis je pense que c'est un bon lien vers notre prochain conférencier, Monsieur, attendez une minute là, voyons, André Durivage, qui est un professeur à l'Université du Québec en Outaouais et qui est président de la firme Évaluation personnelle Sélection internationale, peut-être mieux connu sous le nom de EPSI depuis plus de 30 ans. Lui, il va nous parler de qu'on puisse bien comprendre l'impact sur le service à la clientèle. C'est important de pouvoir améliorer la qualité du service et de stimuler les ventes. Donc, il a publié plus d'une centaine de documents, puis il est l'auteur de 2 livres portant sur les entrevues structurées et l'intelligence émotionnelle au travail. Alors, je passe maintenant la parole à André et je te remercie de faire cette conférence pour nous. Votre micro est fermé, André. Voilà. Alors, donc, c'est ça, la présentation est directement je dirais, en lien avec ce que Ahmed mentionnait. Dans le fond, les 2 plus grands outils que les organisations ont aujourd'hui, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, c'est effectivement l'intelligence artificielle. On le voit de plus en plus, ça prend une place prépondérante.
mais en même temps, puis Ahmed le mentionnait, l'intelligence émotionnelle également des gens. Parce qu'au cœur de tout ça, c'est les humains. Parce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est un peu passer au travers ce qu'on connaît de l'intelligence émotionnelle, particulièrement qu'est-ce qu'il y a en rapport avec le service à la clientèle ou la vente. Moi, du côté de l'université, c'est les éléments sur lesquels je travaille beaucoup. Moi, j'ai écrit un livre, comme on l'a mentionné. Je fais également des études là-dessus. Puis du côté des psy, ben, nous, on offre des services de consultation auprès des entreprises, soit les petites, très petites entreprises jusqu'aux très grandes entreprises pour justement travailler avec les gens de toute façon à ce qu'ils soient capables de maximiser l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? On va commencer avec ça. Alors donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, de comprendre, de gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. C'est une compétence qui est cruciale, fondamentale dans le développement personnel et professionnel parce qu'elle influence notre façon de nous comporter, de prendre des décisions et d'agir avec les autres. Fait que c'est vraiment au cœur des relations qu'on a avec les gens. Quand je regarde les études qui ont été faites, parce que ça fait peut-être une cinquantaine d'années que ce concept-là existe, on parlait de la personnalité, puis à l'intérieur de la personnalité, ce qu'on a vu, c'était l'intelligence émotionnelle. Puis un des éléments que je pourrais dire dès le départ, la différence entre la personnalité des gens et l'intelligence émotionnelle, c'est que l'intelligence émotionnelle, on peut la modifier. Ce sont des comportements qui nous permettent justement d'entrer en relation avec les gens puis d'avoir un impact qui est plus positif. Malheureusement, la personnalité, lorsque souvent on vient au monde avec une certaine personnalité, les études vont montrer que 50, 60 ans après, on va remesurer les personnes, puis ça ne change pas tant que ça. Quelqu'un qui est extraverti, s'il va rester extraverti probablement toute sa vie, introverti, c'est la même chose. Il y a comme des éléments de base. Moi, je dis souvent à mes étudiants qui ont une vingtaine d'années que s'ils rencontrent l'amour de leur vie, puis ils ont dans la tête de les changer, ben, c'est un peu une illusion. Ils sont aussi bien d'essayer plutôt de s'adapter à l'autre personne, parce que la personnalité, ça ne change pas tant. Par contre, l'intelligence émotionnelle, celle-là, c'est une portion de la personnalité sur laquelle on a une certaine prise. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les entreprises, dans les organisations qui vont mettre l'accent sur l'intelligence émotionnelle, si on travaille là-dessus, ce que ça va nous donner, c'est un plus grand engagement de la part des employés, plus grande satisfaction en emploi, un rendement plus élevé, peu importe le type d'emploi. Faites dans des emplois qui sont de nature administrative, faites des emplois de service à la clientèle. Si vous avez une meilleure intelligence émotionnelle, votre rendement va généralement être plus élevé. Vous allez avoir une plus grande citoyenneté organisationnelle. Autrement dit, vous allez prendre l'organisation comme étant importante pour vous et vous allez donner un petit peu plus que ce qui vous est demandé par rapport à vos tâches comme telles. Ça améliore la santé mentale, on ne se le cachera pas. Aujourd'hui, c'est un des éléments sur lesquels on parle beaucoup. Difficulté, anxiété des gens. Donc, les gens qui ont une meilleure intelligence émotionnelle vont avoir une meilleure santé mentale. La créativité, le succès et finalement les comportements en santé et sécurité. On parlait de la construction tantôt. Alors, tout ça, plusieurs études ont montré qu'il y avait un impact direct entre le fait d'améliorer son intelligence émotionnelle puis d'avoir ces résultats-là. Ça nous amène évidemment à la question, on peut comprendre de façon générale que oui, c'est bien l'intelligence émotionnelle, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Okay? Puis c'est vraiment ce sur quoi que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des éléments concrets qu'on peut faire pour s'assurer justement que nous ou que nos employés aient une meilleure intelligence émotionnelle, puis justement, on réussisse à avoir ces résultats-là. J'ai fait une étude scientifique il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai présentée en France au mois d'août 2025, donc il n'y a pas très longtemps. C'était à Nice, c'était super beau sur le bord de la mer, bien aimé ça. C'est par rapport à une étude qu'on a faite avec une des 10 grandes banques canadiennes. Et c'était pour un poste de conseiller en finances personnelles. Et eux, évidemment, ben, ils voulaient savoir justement, l'intelligence émotionnelle, ça va-tu faire une différence par rapport à la productivité ou à la vente ou le service à la clientèle de mes gens? C'était pas banal comme étude. Dans un temps 1, il y a eu 1000 candidats, donc 1000 personnes qui ont posé leur candidature pour un poste de conseiller en finances personnelles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a évalués, donc avant de les embaucher, sur leur expérience, leur niveau d'éducation, sur les compétences, donc ils ont fait une entrevue, sur leurs habiletés de vente, il y a un test psychométrique qu'ils ont passé, puis sur l'intelligence émotionnelle, donc également un test qui va mesurer leur niveau d'intelligence émotionnelle. Ces 1000 personnes-là, ils les ont toutes embauchées. C'est-à-dire qu'ils ont regardé ça, on avait ces données-là,
mais ils n'ont pas pris la décision sur je le prends ou je ne le prends pas par rapport à ça. Ils ont tous embauché parce qu'ils se sont dit, OK, on va voir avec les données qu'on a, c'est quoi l'impact que ça va avoir un petit peu plus tard. Et là, dans un temps 2, ce qu'on a regardé, c'est les résultats en vente. C'est des résultats quantitatifs. Alors, les banques sont très quantitatives. Ils ont regardé le nombre de ventes qui étaient faites, soit au niveau des hypothèques, soit au niveau des placements qui sont faits par les gens. Et ils ont tenu compte, évidemment, au niveau de la banque, est-ce que c'est dans un milieu rural ou un milieu qui va être plus citadin? Parce qu'évidemment, les attentes ne seront pas les mêmes. Puis, on a regardé les résultats après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, puis après 4 ans. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que le meilleur prédicteur du rendement futur, donc du fait que les gens vont être capables d'avoir des rendements financiers, il y en avait 2, les habiletés de vente puis l'intelligence émotionnelle. C'est intéressant parce que la plupart des entreprises, peu importe les secteurs, vont beaucoup mettre d'accent sur l'expérience, vont regarder les CV, ils vont regarder le niveau d'éducation. La personne a là-dessus soit un collège ou une maîtrise, ou bon, c'est pas tant ça qui fait la différence. Au niveau des entrevues également, c'est pas tant ça qui prédisait. Ce qui est capable de prédire jusqu'à quel point les gens vont être performants, c'est les habiletés de vente puis l'intelligence émotionnelle. Puis vous allez pouvoir me demander, OK, mais jusqu'à quel point? Ben, 25 de plus de ventes. OK? Dans une banque, on parle de milliards de dollars. OK? Alors, donc, le fait d'avoir choisi des gens qui avaient un meilleur niveau d'intelligence émotionnelle va faire en sorte qu'au niveau du rendement, c'est décuplé en termes d'investissement que tu vas faire pour aller mesurer les gens puis voir qu'est-ce qu'il va y avoir en termes de résultats un petit peu plus loin. Ça s'applique évidemment dans une très grande organisation, mais nous, on l'a vu, ça s'applique également dans les toutes petites organisations. Quand tu prends soin des humains, quand tu es capable de voir où est-ce qu'ils en sont au niveau de l'intelligence émotionnelle, puis quand tu es capable de les prendre en main puis de les aider là-dedans, jusqu'à quel point est-ce qu'on va être justement capable de les amener à être plus performants. Pour ça, il faut comprendre c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Dans le fond, nous, ce qu'on utilise, c'est le modèle de Goldman. Vous êtes peut-être familier avec ça. C'est celui qui écrit, c'est un Américain, donc qui a écrit peut-être il y a une vingtaine d'années sur l'intelligence émotionnelle au travail. Et lui, finalement, ce qu'il dit, c'est qu'il y a comme 4 grands éléments qui sont basés sur 2 axes. Le premier, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est par rapport à soi-même. OK, je me comprends-tu? Je sais-tu c'est quoi mes émotions? Puis par rapport aux autres. OK, est-ce que je comprends les émotions des autres? Puis est-ce que je suis capable de les gérer? Puis, dans un deuxième temps, il y a un autre axe qui, lui, qui est plus l'action, c'est-à-dire au niveau des émotions, tu as le côté réflexion, est-ce que je suis capable de les percevoir? Puis, de l'autre côté, c'est je suis capable d'agir sur ces émotions-là. Fait que ça nous donne comme 4 grands éléments. Le premier, c'est la connaissance de soi, ici. Donc, je suis capable de comprendre mes émotions. La gestion de soi, je suis capable de la comprendre, c'est bien beau, mais est-ce que je suis capable de les gérer? OK, alors, je comprends que je suis choqué, mais je suis capable de gérer ma colère. La sensibilité sociale, ça, c'est plus le côté écouter, comprendre. Donc, ce que Ahmed mentionnait tantôt, un élément important chez les autres. Puis finalement, la dernière, c'est la gestion des relations, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de répondre aux demandes des gens. Puis je trouvais ça intéressant parce que ce qu'Ahmed mentionnait au niveau du service à la clientèle, c'est les aspects qui sont beaucoup axés au niveau des autres, c'est-à-dire écouter, comprendre qui est ici, puis répondre. Puis pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que dans l'étude que je mentionnais tantôt, lorsqu'on regardait l'intelligence émotionnelle, les facteurs qui prédisent le rendement, donc qui vont augmenter le rendement, ce sont ces deux-là. Beaucoup moins le côté de je me comprends puis tout ça, parce qu'au niveau du service à la clientèle, tu peux plus ou moins comprendre tes émotions, tu peux plus ou moins bien les gérer. Enfin, il faut au minimum que tu les gères, là. Mais ce qui faisait vraiment la différence entre quelqu'un qui était capable d'offrir un service à la clientèle qui était optimal ou non, c'est je suis capable de comprendre mon client, qu'est-ce qui se passe, puis je suis capable d'avoir une bonne relation avec le client. Pourquoi est-ce que l'IA est essentiel au niveau du service à la clientèle? Bien, ce qu'on peut voir dans les études, c'est que les clients ils expriment souvent des émotions qui sont fortes. L'IA permet de garder le calme et d'écouter activement. On en parlait tantôt de l'écoute. Favoriser des solutions constructives, améliorer la qualité perçue du service, donc une bonne intelligence émotionnelle, faire en sorte que les clients vont sentir qu'ils sont bien servis. Ça va renforcer la fidélisation, puis ça va créer un avantage concurrentiel qui est durable. Parce que les organisations, petites ou grandes, qui investissent de ce côté-là, se démarquent de toutes les autres organisations.
Si on regarde toujours dans la connaissance de soi, comment ça marche, tu as un stimulus, donc tu es dans ton environnement, il y a quelque chose qui se passe dans ton environnement, et là, tu as une émotion. Combien d'émotions est-ce qu'il y a? Quand on regarde dans les études, il y en a-tu des émotions de base? Là? Il y en a-tu 2, il y en a-tu 3, il y en a-tu 10, il y en a-tu 25, il y en a-tu 50? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Je vais vous demander d'y réfléchir de votre côté, puis je vais vous dire c'est quoi la réponse après, là. Combien d'émotions de base qu'on a chez les personnes, puis justement, après ça, toutes les autres émotions, parce qu'au final, il y en a peut-être des centaines et des centaines, c'est une combinaison de chacune de ces émotions de base-là. Alors, il y a 3 études qui ont été faites, l'étude de Plutnik, l'étude de Ekman, puis l'étude de l'Université de Glasgow. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qui est systématique, c'est qu'on voit qu'il y a 4 grandes émotions qui sont fondamentales chez les humains. Le bonheur, la tristesse, la colère, puis la peur. Puis toutes les autres émotions, c'est une combinaison de ces émotions. Fait que donc, dans un premier temps, comprendre c'est quoi les émotions, ça, c'est un élément qui va nous permettre justement de mieux maîtriser l'intelligence émotionnelle. Une fois que tu as le stimulus, ben, tu vas avoir ton émotion, tu vas réagir au niveau physiologique parce qu'une émotion, c'est quelque chose sur lequel on vit physiquement. Après ça, on va l'interpréter, puis finalement, on va avoir le comportement. Ceux qui ont une bonne connaissance de soi, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils vont comprendre leurs émotions, leurs impacts, ils vont reconnaître les signaux physiologiques qui arrivent, ils vont adapter leur communication, puis ils vont éviter les comportements qui sont défensifs. Donc, ça en représente un des meilleurs prédicteurs de la satisfaction du client. Si tu comprends bien tes émotions, tu es capable de les gérer, on va voir un petit peu plus loin, bien, ça va faire en sorte que ta relation avec les clients va être beaucoup plus positive que si, par exemple, tu réagis de façon qui va être trop grande ou pas suffisante. Des conseils pour la gestion de la connaissance de soi, utiliser les émotions comme source d'information. Ça, c'est une des choses qu'on fait lorsqu'on travaille avec les organisations, petites ou grandes, puis on va travailler avec les gens qui sont en service à la clientèle. On leur dit toujours, les émotions, ce n'est pas quelque chose qui est négatif, même si des fois, tu peux sentir de la colère. Ce n'est pas négatif. Il faut que tu l'utilises comme une source d'information. Si tu es choqué, pourquoi tu es choqué? C'est quoi l'élément dans ton environnement qui fait en sorte que toi, personnellement, tu vas réagir à ça? Et là, à partir de là, ben, tu peux prendre cette information-là et dire, OK, comment est-ce que je vais maintenant l'utiliser pour avoir une meilleure relation avec les gens? Deuxième chose qu'on donne comme conseil, c'est former un conseil d'administration interne. Alors moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est de dire, prenez les gens sur lesquels vous aimez beaucoup, les personnes pour lesquelles vous avez une grande admiration, puis former un conseil d'administration interne. Alors, par exemple, si vous êtes en affaires, vous êtes, je ne sais pas moi, Steve Jobs, je le mets sur mon conseil d'administration. Ensuite de ça, je ne sais pas moi, Carney, je le mets sur mon conseil d'administration. Puis là, vous dites, quand il arrive un événement ou quand tu vis une émotion, OK, comment est-ce mon conseil d'administration, il me conseillerait de réagir par rapport à ça? Puis ce qui est le fun, souvent, c'est que ça nous permet de nous dégager un petit peu de la gestion de notre propre émotion, puis en même temps de dire, bien, les personnes que moi je trouve qui habituellement réagissent bien à notre environnement, bien, voici qu'est-ce qu'ils me conseilleraient de faire. Puis ce qui est avantageux, c'est que si vous n'êtes pas content des gens qui sont sur votre conseil d'administration, vous pouvez les mettre à la porte quand vous voulez puis les remplacer. Fait que ça, c'est un avantage indéniable. Ce que vous pouvez faire également, c'est tenir un journal de bord, donc faire l'inventaire de ses émotions, puis d'identifier les déclencheurs émotionnels. Ça, c'est pour les gens qui veulent mieux connaître comment ils gèrent leurs émotions. Le deuxième, la gestion de soi. Donc, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont un niveau élevé d'intelligence émotionnelle vont réguler mieux leurs émotions, vont rester professionnels même sous la pression, vont privilégier des réponses qui sont plus réfléchies, vont désamorcer les tensions, puis ils vont favoriser la confiance du client. Au niveau du service à la clientèle, ce qu'on va conseiller aux gens au niveau de la gestion des émotions, c'est que souvent, ce qui arrive avec les émotions, c'est que c'est très naturel. Fait que quand il arrive un événement, souvent, on n'est pas nécessairement 100% en contrôle de la réaction qu'on a. Une des façons de gérer ça, c'est d'y penser d'avance. C'est quoi je devrais faire lorsque je rencontre un client qui n'est pas content? C'est quoi je devrais faire lorsqu'un client va être un petit peu plus agressif? Qu'est-ce que je devrais faire si je rencontre, par exemple, un couple qui est intéressé à un des services qu'on offre, puis ce couple-là, il s'entend plus ou moins bien?
Si tu le prévois d'avance au niveau des stratégies que tu peux avoir, ben ça, c'est une des façons sur lesquelles, lorsque ça va arriver, l'événement, ça va être beaucoup plus facile de le faire. Puis la deuxième chose, c'est de ne pas étiqueter moralement nos émotions. Donc, on faut juste les accepter telles qu'elles sont. Les émotions, c'est correct. Puis l'autre chose qu'on peut faire au niveau de la gestion des émotions, c'est utiliser l'autosuggestion puis la pensée positive. Alors, plusieurs études vont montrer que si vous vous levez le matin en prenant votre douche, puis vous vous dites je suis extraordinaire, puis ma journée va bien aller, puis vous vous répétez ça 10 fois, ça risque d'avoir un impact positif sur votre journée en général. OK, là, on va parler des éléments que Ahmed mentionnait, c'est-à-dire au niveau de l'écoute puis de la compréhension, qui sont des éléments fondamentaux au niveau du service à la clientèle puis de la vente. Donc, la sensibilité sociale, c'est ça, c'est la capacité de comprendre les autres puis de s'identifier aux autres. Puis tu as un fort élément d'empathie dans ce cas-ci. Puis quand on parle de l'empathie, il y a des gens qui sont naturellement plus empathiques, mais au niveau émotionnel. Donc, on va le voir, là, vous ressentez plus facilement comment les autres se ressentent. Donc, s'ils ont des difficultés, s'ils ont des joies, etc. Puis tu en as d'autres qui ont moins ça, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement naturellement à avoir une réponse émotive par rapport à ce que les autres vont vivre. Mais ça, ce n'est pas grave, parce que l'empathie, tu en as deux sortes d'empathie. Tu as l'empathie qui est plus émotionnelle, puis tu as l'empathie qu'on appelle cognitive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont quand même capables, dans un service à la clientèle ou en vente, de comprendre l'autre personne. Alors, ils ne réagiront pas nécessairement émotivement, mais juste le fait de comprendre l'autre personne, ça va leur donner un avantage qui est important. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la majorité de nos perceptions sont inconscientes et automatiques, puis il faut comprendre ça. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que les jugements qu'on porte par rapport aux autres sont influencés par plein d'affaires. Souvent, on a des préconceptions, on a des stéréotypes, et ces stéréotypes-là, ce n'est pas quelque chose de négatif. Si on veut fonctionner dans la vie, puis on n'a pas de stéréotypes, ben à ce moment-là, toutes les fois que tu rencontres une personne qui est, mettons, dans un groupe particulier, tu serais comme obligé de t'asseoir, de réfléchir, OK, comment est-ce que je réagis à ces personnes-là? Alors que les stéréotypes, ce qu'on appelle en tout cas en psychologie, les schémas, c'est que ça nous permet d'avoir une approche cognitive qui est plus facile. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, vous avez déjà une idée parce que la personne est plus âgée, parce que c'est un homme ou une femme, parce que la personne est plus jeune. Ça va modifier nos attentes. Puis là, après ça, lorsqu'on rencontre cette personne-là, on va évidemment moduler les choses. Mais c'est important de connaître nos biais, finalement, de connaître nos stéréotypes. Par exemple, si vous pensez que vous êtes service à la clientèle, puis les personnes qui sont plus âgées, bon, vous avez peut-être un stéréotype de dire ah, OK, c'est correct, bon, ça va me prendre plus de temps. Ils vont poser plus de questions, ils vont hésiter plus, etc. Parce que c'est votre expérience par le passé. Bien, c'est important d'être conscient de ça, puis de dire OK, si je veux donner un bon service à ces personnes-là, est-ce que je dois m'arrêter à ça ou est-ce que finalement, la personne que j'ai devant moi, c'est un individu, puis cet individu-là peut avoir des réactions qui sont très différentes de ce que je dois m'attendre normalement. Puis l'autre chose, c'est de comprendre que nos relations sont encadrées par des codes qui sont sociaux. Alors, sans qu'on s'en aperçoive, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Par exemple, comment approche qu'on va être d'un client ou d'une personne à qui on va donner un service. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'entre 0 et 45 cm, c'est considéré comme une distance qu'on va accepter pour une personne qui est intime. Entre 45 et 120, c'est qualifié de personnel. Entre 1 mètre et 3,5 mètres, c'est une distance sociale, donc une connaissance qu'on a. Puis supérieur, c'est à peu près 10 pieds, ça, 3,5 mètres, c'est associé à une interaction entre des inconnus. Puis naturellement, c'est ce qu'on va faire. Lorsqu'on le sait, on peut jouer là-dessus. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je vais, par exemple, dans un magasin pour aller m'acheter des jeans, ben, le vendeur, en dedans de 30 secondes, va venir s'approcher de moi, il va me mettre la main sur l'épaule, il va s'approcher, il va créer cet espace-là de dire, bien, on est presque amical, même si je ne la connais pas, cette personne-là. Et ça fait en sorte que les personnes vont réagir, on dit, ah, OK, c'est correct, ben, peut-être cette personne-là est plus proche de moi, même si elle rentre un petit peu dans ma bulle, là. Alors, c'est une des techniques qui est utilisée. Fait que comprendre comment ce que sont les codes sociaux, c'est un élément important.
Au niveau des conseils, calibrer les attentes. Alors ça, c'est un élément important lorsque vous faites du service à la clientèle. Une des choses qui est essentielle lorsqu'on parle avec les autres personnes, c'est de dire, bon, quand est-ce que tu vas l'avoir, ton service? OK? Si tu achètes un produit ou tu demandes d'avoir un service, tu vas-tu l'avoir dans 1 heure, dans 2 heures, dans une journée, dans une semaine? C'est un des éléments les plus importants. Si vous promettez quelque chose et puis vous établissez une attente qui n'est pas réaliste, vous allez avoir de l'insatisfaction. Si à l'inverse, vous dites, vous savez que ça va arriver dans 2 jours, puis vous dites, bon, ça se peut que ça prenne une semaine, si ça arrive dans 2 jours, les gens vont trouver que vous donnez un service extraordinaire. Par contre, pour la même chose, si vous dites, vous allez l'avoir demain, mais ils l'ont dans 2 jours, pour exactement le même service, les gens vont dire, oups, je ne suis pas satisfait de ce qu'on m'a donné. Fait que donc, calibrer les attentes, ça, c'est un des éléments importants au niveau du service à la clientèle. Identifier les schémas les plus importants, c'est-à-dire ce qui est considéré comme étant un excellent client. Alors ça aussi, Ahmed en parlait tantôt, c'est qui notre client? C'est qui notre persona? Avec qui est-ce qu'on fait affaire? Ça, c'est un élément important parce que ça va nous permettre après ça de moduler la façon dont on va interagir avec ces personnes-là. Puis l'autre chose, c'est apprendre des nouvelles choses sur l'autre. Donc, plus que vous écoutez, plus vous essayez de comprendre, mieux c'est. Donc, dans une relation de conseil, posez des questions. Moi, je dis souvent aux gens, essayez d'agir comme si vous étiez un journaliste. Finalement, le dernier aspect, c'est la gestion des relations. Donc, les gens qui ont un niveau élevé d'intelligence émotionnelle sont des personnes qui vont savoir communiquer efficacement, vont créer un lien de confiance, vont mobiliser, vont gérer les conflits, vont favoriser le travail d'équipe et la cohérence du service. Alors ça, évidemment, c'est la partie répondre que Ahmed mentionnait tantôt. Les gens qui sont plus forts là-dessus, ce sont des gens qui vont avoir un meilleur service à la clientèle, puis ils vont avoir également un niveau de vente qui est le plus important. Au niveau de la gestion des relations, lorsqu'on travaille avec les organisations, ce qu'on va établir, c'est que c'est quoi les enjeux qui sont les plus fréquents lorsque vous faites affaire avec la clientèle. Alors, les attentes, j'en parlais tantôt. Les conflits, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas tout le monde qui est content. Tu peux avoir un conflit direct avec la clientèle, mais ça peut être un conflit entre le client et l'organisation, même des fois des conflits entre les personnes. Je parlais tantôt d'un couple avec qui vous faites affaire. Des fois, ils peuvent avoir un conflit. Donc, comment est-ce que tu gères ça? Les mensonges, alors tout le monde ment, malheureusement. En moyenne, on le voit 1 à 2 fois par jour. Puis ça va varier. Des gens qui sont des menteurs compulsifs qui sont beaucoup plus que ça. Mais je dis, en moyenne, on compte de 1 à 2 mensonges par jour. La jalousie et la violence, ça peut être également des émotions sur lesquelles on peut tabler. Alors, il y a des gens, par exemple, qui peuvent vouloir avoir un service, ils peuvent acheter un produit parce qu'ils sont jaloux d'une autre personne. Plus vous comprenez les émotions, plus vous comprenez les enjeux qui sont dans les dynamiques humaines, puis meilleures sont vos chances d'offrir un service qui va répondre à leurs besoins. Pour les conseils, ce que je dis toujours, c'est tenir à jour des cartes de crédit social. Une carte de crédit social, c'est avec n'importe quelle relation que vous avez, il y a des plus puis il y a des moins. On a juste à penser avec nos conjoints ou nos conjointes. Si vous faites quelque chose qui ne s'attendait pas puis qui est positif, vous venez de gagner des points. Mais si, par exemple, vous prévoyez de faire une activité puis la personne n'est pas incluse, on perd des points. Fait qu'avec toutes les personnes, on a une espèce de carte de crédit social. Si on est capable de bien établir où est-ce qu'on est par rapport à ça, ça peut aider. Alors, dans le service à la clientèle, lorsque quelqu'un rentre, vous y offrez un café, vous y offrez de s'asseoir, vous l'écoutez, etc. Toutes les fois, vous gagnez des points au niveau du crédit social. Les personnes vont dire, ah, c'est quelqu'un qui est important, c'est quelqu'un à qui je vais avoir plus tendance à soit acheter ou soit faire en sorte que je vais utiliser le service qu'il m'offre. Et l'autre chose, c'est poser des petits gestes. Alors, dans l'intelligence émotionnelle, tu n'es pas obligé d'avoir des gestes extraordinaires pour faire une différence. De très petits gestes, Ahmed mentionnait tantôt de dire c'est la fête de ton chat. C'est pas grand-chose, là, mais ça va avoir un impact majeur sur la relation qu'on va avoir avec les gens. En terminant, c'est quoi les outils qu'on a pour améliorer l'intelligence émotionnelle? Parce qu'au final, on le sait, toutes les études le montrent, plus tu as de l'intelligence émotionnelle, mieux c'est. Et en plus, on sait que l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend. La première chose, évidemment, c'est mieux comprendre. Alors donc, ce que je vous suggère, c'est un excellent livre qui s'appelle « La gestion de l'intelligence émotionnelle au travail », qui a été écrit par moi, qui est récent, donc à la fin de 2024. Il est disponible sur Amazon. Vous avez simplement à y aller. Il est disponible, vous l'avez le lendemain.
Le livre a été créé, je l'ai écrit avec un de mes amis, un psychologue français. Le livre a été écrit vraiment dans une perspective d'accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste d'expliquer les études qui ont été faites sur l'intelligence émotionnelle, mais également, il y a plusieurs trucs qui disent qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que tu peux t'améliorer. Parce qu'au final, c'est ça qui va faire en sorte que oui, tu vas avoir un impact ou non. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est évaluer, c'est mieux se connaître. OK? Alors donc, c'est le fun, l'intelligence émotionnelle, c'est le fun de lire là-dessus, mais des fois, est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce qu'on connaît nos forces, nos faiblesses par rapport à ça? Je vous ai parlé des 4 grands éléments de l'intelligence émotionnelle. Bien, ce que je vous suggère, nous, on utilise un test qui s'appelle le ID personnalité qui mesure les aspects émotionnels et là, qui nous dit quels sont les grands éléments sur lesquels on peut tabler, donc nos forces, puis les défis qui sont un petit peu plus grands par rapport à l'intelligence émotionnelle. Puis ce qui est intéressant avec ce test-là, c'est que pour chacun des éléments, peu importe où est-ce que vous vous situez, vous avez des pistes de développement pour vous aider à vous améliorer. Alors ça, c'est quand Ahmed mentionnait, c'est important de mesurer, de savoir ce qu'on en est. Lui, il parlait plus au niveau du service à la clientèle, bon, des outils, etc. Mais c'est pareil au niveau humain, là. Si tu n'es pas capable d'établir clairement où est-ce que tu en es, bien, tu vas avoir plus de difficultés à voir comment est-ce que tu peux t'améliorer. Puis finalement, bien, il y a l'évaluation de groupe. Alors ça, on le fait dans les très petites organisations jusqu'aux plus grandes organisations. On va administrer le test que je vous parlais tantôt à l'ensemble de l'équipe. Et là, on va travailler plus au niveau de l'équipe. Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, à quel type de clientèle est-ce qu'une personne pourrait être plus apte à donner un meilleur service, d'autres qui vont avoir plus de difficultés. Et là, à partir de là, on va également donner des pistes de développement. Tout ça fait en sorte que on peut se poser la question, OK, mais ça va coûter une fortune. Ben non, ça ne coûte pas une fortune, justement. Aujourd'hui, tous ces outils-là et même l'accompagnement qui vient avec, on a essayé de le démocratiser. On a fait dernièrement, je pense que c'est au début de l'été, avec deux organisations des PME ici. Ça leur a coûté à peu près 500 $ par personne. L'évaluation et l'accompagnement de chacune des personnes qui feraient du service à la clientèle. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a eu une augmentation au niveau de la satisfaction de la clientèle et une augmentation au niveau des ventes. Fait que l'investissement qui est fait auprès de tes personnes, de l'intelligence émotionnelle, c'est un investissement qui est majeur, qui peut permettre justement d'améliorer beaucoup, soit le service à la clientèle ou les ventes. Et là, on peut aller un petit peu plus loin. On peut avoir du coaching individuel, on peut avoir du feedback 360, ça, c'est d'autres possibilités. Mais en conclusion, ce qu'il faut se rappeler au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est que ça touche à tous les aspects de notre vie. Ça peut changer, donc on a une prise là-dessus. Pas obligé de se transformer comme personne, juste des petits pas vont avoir des impacts majeurs. On peut également suivre les conseils en alternance. Tu n'es pas obligé de faire toutes les choses en même temps. Puis c'est conseillé de s'évaluer à l'aide d'outils qui sont valides et fidèles. Et voilà. Merci, merci. Je vais être honnête, je suis en train de bâtir mon CA interne, puis j'en ai déjà mis une coupe à la porte, mais je pense qu'il y en a que je vais les garder. Fait que c'est vraiment un bon truc, je trouve très, très, très pertinent. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Ça me donne le goût de retourner sur les bancs d'école après avoir entendu André et Ahmed. Donc, c'est maintenant au tour de vous. Est-ce que vous avez des questions pour André ou Ahmed suite à ces deux conférences très liées ensemble, différentes, mais très complémentaires? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Vas-y, Jean-Marc. Ma question est pour Ahmed. Dans cette installation-là de nouveaux outils informatiques d'intelligence artificielle, ce que je remarque dans ma boîte courriel, c'est que je peux toujours distinguer au premier coup d'œil un courriel qui m'est envoyé par un bot ou qui a été créé par l'intelligence artificielle. Et je me demande si ce n'est pas un couteau à deux tranchants parce que je réalise que je développe une aversion naturelle pour ce qui est fait par l'intelligence artificielle et j'ai tendance à flusher rapidement. D'abord parce qu'il y en a que c'est assez évident, ils arrivent en anglais ou c'est des entreprises américaines, mais dans la formulation, dans la façon de faire, et je me demande si ce n'est pas
le côté sombre un peu des outils informatiques qu'on a, c'est ce manque de texture humaine qui fait qu'on est capable d'assez rapidement identifier que c'est des outils informatiques et que ce n'est pas une personne humaine qui est derrière ça et à quel point ça peut justement nuire aux efforts qu'on tente de mettre en place. Oui, effectivement, Jean-Marc, merci pour ta question. Effectivement, tu as complètement raison. Aujourd'hui, les outils technologiques ont tellement évolué que parfois on arrive à comprendre, c'est que à travers ces outils, on essaie d'enlever en fait l'aspect humain en fait dans cette relation entreprise et client. Et c'est là, en fait, un peu nous, à travers ce que aussi André a mentionné, à travers les outils technologiques aujourd'hui, ou bien l'intelligence artificielle, aujourd'hui, la technologie, tu peux travailler ça. Du coup, c'est pour cela que je dis souvent, il faut mettre, en fait, l'humain au centre de la technologie, au centre du changement, parce que il faut considérer qu'aujourd'hui, les outils qu'on a aujourd'hui, comme tu as mentionné, qui fait l'envoi des courriels automatisés, c'est juste un moyen, un accélérateur pour en fait un peu atteindre un maximum de clientèle, d'accord? Mais il faut toujours garder en tête ce que l'aspect humain, la prise en charge de clients directement, c'est quelque chose qui va jamais être remplacé. Peu importe ce qu'on évolue dans la matière de la technologie, c'est toujours important de garder cet aspect humain. Et là, en fait, aujourd'hui, on a ces expériences-là, moi, dans le passé, avec un de mes clients, et on a travaillé en fait un peu leur intelligence artificielle en interne, parce que quand je parle d'intelligence artificielle, c'est pas en fait un peu ce qu'on dit toujours, c'est ChatGPT 5 qui est disponible sur Internet, on fait un abonnement, et c'est là en fait, non, on montre quelque chose qui est personnalisé pour l'entreprise, qui reste dans l'entreprise, qui conserve l'identité de l'entreprise et la confidentialité de cette entreprise-là. Du coup, tout ça, on peut l'entraîner. Du coup, l'IA, on peut l'entraîner pour lui dire, regarde, on veut garder l'esprit humain, on veut garder ça, on veut ça. C'est avec cette façon-là qu'on veut que tu communiques avec les clients, on veut des choses personnalisées, on veut des éléments qui récupèrent les données. Parce que là, tout ça, derrière quoi? Derrière les données. Du coup, si on connaît bien nos clients et ces données-là sont bien stockées en fait, dans l'entreprise, sont bien regroupées, ben, on va constituer cette 360, vision 360 de nos clients. Du coup, automatiquement, lorsqu'on va communiquer avec eux à travers les outils AI, ben, le client ne va pas vraiment sentir en fait, cet aspect-là. Oui, il va recevoir en fait, un peu courriel qui vient en fait, un peu d'une adresse générique, mais le client peut sentir que c'est le message qu'il reçoit, c'est un message adressé à lui. Et ça ramène en fait un peu les trois piliers en fait un peu que j'ai mentionnés et qu'aussi en fait un peu André a ramené en fait dans sa présentation, c'est écouter, comprendre et répondre. Voilà. Merci. Merci, Ahmed. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, vas-y, Louis. Oui, bon, c'est une question pour M. Dirivage. Pour connaître un petit peu le contexte de l'intelligence émotionnelle, moi, j'ai souvent remarqué que d'abord, pour une entreprise qui a plusieurs départements, c'est pourquoi ça signe à la culture d'entreprise. Donc, les entreprises qui ont une culture qui permet justement de gérer, des fois, et ça se fait par défaut, l'intelligence artificielle, sont probablement plus aptes à bien intégrer l'intelligence émotionnelle dans le service de vente. Donc, est-ce que vous qui avez vu, vous avez vu plusieurs entreprises, organisations, voyez-vous une corrélation assez forte entre la culture puis la propension à s'attaquer à l'intelligence émotionnelle au niveau de la vente? Ah, définitivement, définitivement. Puis c'est un des éléments, moi, du moment qu'on fait affaire avec une organisation, c'est la première affaire qu'on va regarder. La culture organisationnelle, la façon dont les gestionnaires, le leadership va justement agir au niveau des employés, c'est la première chose. Indépendamment de ça, mais on va s'adapter. Mais indépendamment de ça, c'est aller dans une organisation qui va être, mettons, beaucoup plus proactive, qui va être de donner plus de place aux employés, etc. C'est sûr que ça va nous donner beaucoup plus de marge de manœuvre sur la façon dont on va laisser la liberté aux gens d'utiliser leur intelligence émotionnelle. Mais même dans des circonstances, les organisations vont être beaucoup plus dictatoriales ou ils vont imposer des façons de faire. Même ça, comme humain, tu as des façons de faire en sorte que tu vas devenir quand même pour toi-même, mieux dans cette organisation-là et également offrir un meilleur service. Mais vous avez tout à fait raison.
peu importe qu'est-ce qu'on fait, la première chose à regarder, c'est quoi la culture organisationnelle pour justement que c'est pas un one size fits all, là. Il faut vraiment s'assurer de dire comment est-ce qu'on va mettre ça en place, étant donné l'environnement dans lequel on est. Merci. Merci, André. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On aurait peut-être le temps pour une dernière, s'il y a quelqu'un qui a une dernière question. Moi, j'en ai peut-être une. Oh! Non, Non, allez-y. vas-y, Louis. Oui. Vas-y. Moi, c'est une question pour M. Clifford. Oui, Dans votre présentation, vous avez quand même eu, il y avait beaucoup d'applications, hein, de solutions technologiques pour différentes fonctions. Moi, pour travailler souvent avec des entreprises, les gens sont souvent dépassés, hein. Puis quand on fouille, moi-même, je suis consultant, donc je le vois. Quand on fouille sur le web pour savoir quelle application répond le mieux, mettons, à mes besoins, des fois, je deviens complètement dépassé parce que il y en a plusieurs, ils s'en rajoutent toujours. Puis, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, ça, j'imagine. Puis là, je voyais dans votre présentation, ben, vous sembliez viser certaines applications. J'imagine qu'il peut en avoir d'autres, mais vous, par votre expérience, euh, donc, vous jugez que c'est les meilleurs ou bien non, c'est comment? c'est une excellente question, en fait, lui, par rapport, en fait, à ce que vous ramenez, parce que je l'ai ramené dans mon introduction, c'est une réalité aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'outils technologiques aujourd'hui, d'accord? Si on revient juste, ça fait 5, 6, 10 ans, en fait, avant, c'était pas le cas. Donc, en fait, aujourd'hui, cette ouverture à l'ère technologique a multiplié, en fait, un peu l'offre et on trouve beaucoup d'outils technologiques. Bien sûr, aujourd'hui, lorsqu'on propose des différentes solutions, ça vient d'une grande expérience que c'est un vécu, c'est un constant, c'est un retour d'investissement. C'est des clients, quand nous, on a eu l'occasion, en fait, un peu de placer des outils technologiques, qu'ils en répondent parfaitement à leurs besoins. Je peux dire, le besoin a évolué avec le temps parce que ça dépend, en fait, où l'entreprise va être capable de maximiser son investissement. D'accord? On peut aller vers des outils beaucoup plus, en fait, un peu dispendieux en termes de coûts. Bien sûr, en dire plus de coûts, plus de fonctionnalités, en fait, un peu de capacité à faire. Mais en même temps, en fait, un peu, on a des outils qui sont, en fait, qui offrent la même, en fait, un peu approche technologique, mais avec un coût beaucoup plus réduit. Du coup, dans tout ça, ce qui est fait important à retenir, et c'est ça, en fait, un peu, moi, j'essaie, en fait, toujours en fait, un peu mes clients ou bien avec les gens, en fait, avec lesquels je travaille, c'est pas important l'outil, c'est quel est exactement ton besoin. C'est comme on peut dire l'intelligence émotionnelle. Ça, on cherche quoi comme objectif pour atteindre pour choisir le bon outil. D'accord? Est-ce que c'est un outil qui est déjà mis en place ou pas? C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que ça répond à ton besoin. Et bien sûr, finalement, il y a une grande expérience derrière tout ça. Du coup, bien sûr, on choisit nos outils de façon beaucoup plus efficace parce qu'on les maîtrise. On sait que à travers cet outil-là, tu vas être capable d'atteindre ce niveau en fait, de performance. Et cet outil-là, ça peut être atteint en fait, ces niveaux de performance. Mais comme un monsieur qui est expert en fait en technologie, il y a un aspect qui est très important, l'écoute. Nous aussi, en fait, un peu, l'écoute est toujours, en fait, dans n'importe quel business, il y a l'aspect écoute. Du coup, moi, mon côté aussi, en fait, comme un expert en technologie, je reste toujours à l'écoute parce qu'il y a des nouveaux outils qui viennent. En expert des outils en fait, un peu qui arrivent dans le marché. Et parfois, on trouve qu'il y a des choses qui arrivent qui sont merveilleuses avec un prix beaucoup plus réduit et ça offre une efficacité meilleure. Du coup, pour résumer, oui, ce que j'ai ramené dans la présentation, c'est un peu le jus en fait de beaucoup de travail et beaucoup d'expériences, beaucoup de projets que j'ai vécu, d'accord? Mais il y en a d'autres aussi que je n'ai pas ramenés qui peuvent encore répondre à des besoins beaucoup plus spécifiques. Merci. Je plaisir. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, ça prend fin de notre webinaire. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci à nos conférenciers. C'était vraiment intéressant. Puis, je vous souhaite de participer en grand nombre aux prochaines activités du RGA et de passer une très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci, Au revoir. bonne journée. Merci à tout le Bonne monde. journée. Au revoir. Ça s'est bien passé. Vraiment. J'ai écrit à MD pour savoir qui était cette personne. C'est Marc Dubé. Ah, puis finalement, il s'est déconnecté. Ah oui? Bon. Je vais juste arrêter le... L'enregistrement.